Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Histoire, la clé de l'histoire, l'histoire qui se raconte sans se la raconter. Certains lieux méritent l'attention du public et du passant. Le village de Quintigny participe à notre histoire locale. En 1606, Guillemette Joubard, habitante de Quintigny, est brûlée vive comme sorcière. On l'accusait de courir les champs de jour comme de nuit et d'avoir fait tomber la grêle la veille de la Pentecôte. En 1849-1852, plusieurs incendies détruisent les maisons, 8 au total. Une cinquantaine de personnes, habitants de Quintigny, vont partir comme colons en Afrique. Charles Nodier, le célèbre écrivain, se plaisait à Quintigny. Sa fille y est née. Le village de Quintigny, autrefois la seigneurie de Quintigny, tire son nom de cette dernière. Elle est voisine de l'Étoile à 3 km et de Lons-le-Saunier à 9 km. Ce château est une maison forte, Domus Fortis, qui date vraisemblablement du XIIIe siècle. Alors pourquoi une maison dite forte? Il faut se replacer dans le contexte féodal de l'époque. À côté de la seigneurie de Quintigny, nous trouvons la seigneurie des célèbres Châlons-Arlay, qui possède un château imposant, doublé d'enceintes fortifiées, qui descendent et englobent le village d'Arlay. Leur seigneurie, ou suzeraineté, s'étend sur de nombreuses autres seigneuries. Arinthod, Dramelais, Montfaucon. Juste en dessous, dans cette échelle féodale, nous trouvons les maisons dites fortes. Alors, ces maisons dites fortes sont des seigneuries foncières. Elles sont données en tenure par un suzerain à son vassal. Ici, la seigneurie de Quintigny dépend de la baronnie de Ruffey. Plus tard, elle dépendra de celle de l'Étoile, et pour finir, sous l'Ancien Régime, sur celle de Châteaurenaud, en Saône-et-Loire. Ces maisons fortes sont détenues par la petite noblesse locale et sont des exploitations agricoles. Elles sont situées généralement le long des bourgs, des voies commerciales ou en limite d'une seigneurie. Le seigneur qui en a la garde est chargé de rendre la justice, de percevoir les taxes et d'organiser toute la vie agricole autour de la maison dite forte. Ce bâtiment n'est pas un château fort. Mais ce n'est pas non plus une simple résidence. L'épaisseur des murs tend à le démontrer. La maison forte de Quintigny ne possède ni rempart, ni tour crénelée, ni donjon, et ne peut résister que quelques heures à l'assaut de petites troupes armées. Elle a plus une fonction résidentielle que défensive. Cette seigneurie de Quintigny est évidemment très convoitée par les grandes familles nobles de Franche-Comté et va appartenir à des cadets de ces familles seigneuriales. Le premier propriétaire est Jean de Chausse, dit Bouton, qui fait édifier la maison forte de Quintigny vers 1350 environ. Il est l'époux de Jeanne de Champagne et possesseur d'autres nombreuses seigneuries. Il est comte de Lierde, chevalier seigneur de Mastingue, Saligny. Il est décédé en 1398 en Palestine. Au XVIe siècle, la seigneurie de Quintigny appartient à la famille Després de Lons-le-Saunier, propriétaire du château de Proby, que vous voyez apparaître sur l'écran. En 1670, Joachim de Beaurepaire en fait l'acquisition d'Alexandre de Fauchier, marquis de Lullin. Le petit-fils de Joachim de Beaurepaire, Jacques, vend Quintigny en 1738 à François-Gabriel de Mailly, seigneur de Châteaurenaud, président de la Cour des comptes de Dole. Son fils, Antoine, Anne, Alexandre, Marie, Gabriel, Joseph, François de Mailly, né en 1742 et décédé en 1819, marquis de Châteaurenaud et de Quintigny, en est le plus illustre propriétaire. Il est avocat de Voltaire. Il est aussi franc-maçon à ses heures et avocat général à la Chambre des comptes de Dole. Il est élu député de la noblesse aux États généraux de 1789 et préside et participe aux travaux de la Constitution de 1791. Élu administrateur de Saône-et-Loire, il en devient député tout naturellement sous la Convention en 1792, où il est réélu sans interruption jusqu'en 1798. Il vote notamment aussi la mort du roi en 1793. Il est secrétaire du Conseil des Anciens en 1798 et finit maire de Vesoul de 1800 à 1812. Il était aussi président de la Société d'agriculture et de commerce et des arts de la Haute-Saône.
il se retirera dans son château de Franchevelle. Il fera 2 mariages, avec Claudine Alexandrine Damas d'Autour et avec Rosaline Receveur. Du premier mariage, tous ses fils décéderont durant les guerres révolutionnaires et impériales. Seules les filles survivront. Le château de Quintigny appartiendra donc à Hermine de Mailly, qui décédera en 1878 et qui va hériter de tous les biens de ses frères et sœurs morts sans postérité. En 1982, le bâtiment est vendu par la Safer et c'est Anne-Marie Bougot, épouse Carteau, viticulteur, qui s'en porte acquéreur. Leur objectif dans cet achat était d'avoir de grandes caves dans des conditions optimales pour la vinification. Après travaux, la cave devenait opérationnelle en 1983. La cour centrale du château est ouverte sur le vignoble. Un des côtés est occupé par le logis seigneurial au premier étage qui donne sur la cour. Alors, on accède à ce premier étage par un escalier à vis, escalier militaire, car dans le sens des aiguilles d'une montre, parce qu'il permet le combat à l'épée. Comme les châteaux forts, la maison forte de Quintigny imite ces derniers dans l'organisation de l'espace seigneurial. Le commun est au rez-de-chaussée, cellier, cuisine, et l'élite à l'étage en forme de T. Le galerie du premier étage met donc en liaison les espaces de sociabilité et plus loin ceux destinés à la pratique de la religion, capella. Les fenêtres du premier étage sont dites à meneaux, c'est-à-dire plaquées dans un mur dont le vide est divisé par une traverse en plusieurs compartiments. Elles datent vraisemblablement du XIIIe, XIVe siècle. Nous sommes ici dans la grande salle ou grand salon, et le minimum seigneurial est toujours présent dans ce type d'habitation. Cette salle servait à la fois d'office, de cuisine et de salle de réception. Les plafonds au-dessus de moi sont des plafonds dits à la française. La plaque de la cheminée a une date 1738. Arrêtons-nous sur la superbe fenêtre à meneaux du premier étage, qui a été retrouvée dans un grenier et que Madame Bougot a fait restaurer et replacer dans son cadre d'origine. Cette maison est donc en constante réhabilitation, une grue ici en témoigne puisque le toit est en train d'être refait. Dans ce premier étage, nous allons nous rendre dans une chambre qui est en cours de réhabilitation. Les fresques retrouvées sous la tapisserie d'origine ont été restaurées par un artiste de la famille. Les vitraux, eux aussi, ont été recréés en l'absence de dessin d'origine. C'est une vision de l'artiste Philippe Tâtre qui a prévalu, 2018-2019. D'autre part, Madame Bougot a fait aménager à ce niveau du premier étage un studio et 2 appartements qui peuvent être loués. Nous nous dirigeons vers la chapelle castrale, attenante à la maison forte. Observez l'épaisseur des murs. Cette chapelle a fait l'objet d'un procès entre Hermine de Mailly et la commune de Quintigny au XIXe siècle. La commune a été déclarée légitime propriétaire de la chapelle, qui est devenue église paroissiale. La cloche a été fondue en 1687 et nommée Claudine. Elle a pour parrain Gaspard de Borpère, seigneur de Quintigny, et sa marraine, sa mère, Dame Claudine de Montéjean. La chapelle castrale date du XVIe siècle et était dédiée à Saint Claude. Primitivement, elle ne comportait qu'un chœur éclairé par une fenêtre de style ogival flamboyante. Le plafond est décoré de 4 arcs se rejoignant dans un médaillon rond avec blason entouré de 6 cercles. Une nef de 2 travées fut ajoutée par les habitants de la commune, au-delà d'un arc triomphant sur lequel est ajouté un Christ du XIXe siècle, implanté à l'extérieur de l'enceinte. Au décès du marquis Antoine de Mailly, le 12 juin 1819, les textes nous disaient que le domaine de Quintigny
qui possédait 40 hectares de vignes, produisant essentiellement du vin blanc. C'est toujours le cas de nos jours, puisque nous sommes sous l'appellation AOC. Le domaine de Quintigny s'est diversifié, puisque l'entreprise Carto-Bougaux s'est aussi établie depuis 2002 à Arlay et produit essentiellement du pinot noir, du trousseau, du poulsard et du savagnin. Alors j'ai l'immense privilège d'être dans les caves de la maison forte de Quintigny, en présence de Madame Bougaux, qui va nous donner quelques mots sur ces superbes agencements de tonneaux. Madame Bougaux. Comme vous le dites, Monsieur Fourneau, voilà, nous sommes dans les caves du château de Quintigny. Et maintenant, c'est mon fils qui gère le domaine, mais ici, nous l'avons acheté pour cette unique raison, pour avoir des caves. Pas pour parler d'un château, pas pour se prendre pour Châtelain, etc. Hein, vous voyez ce que je dis. Mais seulement, c'était la nécessité, puisque nous avions créé une exploitation dès notre arrivée, il y a une 50aine d'années maintenant. Donc, construire des bâtiments comme ça, c'était pas possible. Construire même des caves tout à fait opérationnelles, il y a quelques années, pour nous, c'était pas possible. Il s'est trouvé donc qu'à cette période, dans les années 80, ce bâtiment, on nous a dit, il est à vendre, le château. Alors, bien sûr, pour nous, grosse question, est-ce qu'on l'achète? Voilà. Maintenant, vous voyez ici, on a la chance d'avoir des bâtiments, des belles caves voûtées, et où on peut loger, il y a plusieurs caves. Ici, nous en sommes dans une principale, où vous voyez des pièces, ce sont des pièces de 228 litres, qui contiennent uniquement du vin blanc. Parce que Quintigny se trouve dans la zone d'appellation contrôlée, l'Étoile, et l'Étoile, c'est uniquement du vin blanc. Donc, soit du chardonnay en cépage, soit du savagnin. Voilà. Et tous ces vins vont vieillir. Ici, vont vieillir 2 ans minimum, beaucoup plus longtemps pour les vins jaunes avec les savagnins. Ici, nous avons, par exemple, une parcelle qui s'appelle Au Paradis. C'est un lieu-dit de Quintigny, apparemment le meilleur, parce que c'est le paradis, hein. Et une vendange de 2023, une vendange de 2022. Voilà, ici, moi j'ai calculé à peu près toutes les caves que nous avons là, nous pouvons loger pratiquement 300 fûts, 300 pièces. Donc c'est pas négligeable, hein. On n'aurait jamais pu construire des caves aussi grandes si nos moyens nous l'avaient permis à l'époque. Voilà. Et il me semble, madame, que vous avez fondé à votre arrivée la vigne du château, me semble-t-il, que vous avez plantée. Ah ben bien sûr, on est arrivé, nous, ici, je ne vais pas dire avec nos gros sabots, parce qu'on arrive de la plaine du Jura, on n'est pas du tout vigneron. À l'époque, nous n'étions pas du tout du métier, donc il a fallu se former. Mon mari, Guy Carto, était professeur, ensuite il a été maire du village, il était très occupé. C'est moi qui en ai eu la responsabilité, mais on l'a partagé. J'étais chef d'exploitation, donc j'ai créé, on peut dire, cette exploitation il y a 50 ans maintenant. Mais comment vous dire, petit à petit, la première vigne que nous avons plantée, elle se trouvait sur la commune de l'Étoile, un petit lieu-dit qui s'appelle Haut-Désert, et une petite vigne de 16 arts, 56 je crois, enfin petite vigne que nous avons plantée avec aucun moyen, c'est-à-dire le plant de chou du jardin de ma maman. En chardonnay. Alors, beaucoup. On a démarré tout petit, et progressivement, je vois que maintenant la succession est assurée, parce que mon fils Sébastien Carto, donc, a repris le flambeau et il se débrouille bien. Très bien. Mais je trouve effectivement qu'on raconte aussi l'histoire des domaines, mais le vin fait aussi partie de notre terroir, fait aussi partie du patrimoine jurassien. Ah oui, tout à fait. Mais madame, quels sont vos projets pour cette demeure dans les années à venir? Les projets pour le bâtiment lui-même, j'espère qu'il va rester un bâtiment agricole, si on peut dire, viticole, bien entendu, par rapport aux caves, parce que la succession est là, et j'espère qu'il y aura une 3e génération, parce que mon fils a des garçons qui s'intéressent beaucoup à la vigne, et notamment son fils aîné Paul, qui vient de passer des examens viticoles au lycée viticole d'Alsace, à Rouffach.
Et puis maintenant, il est employé au domaine. Donc j'espère qu'il y aura une belle continuation, on peut dire, et puis que tout le monde est passionné. Parce que si on n'est pas passionné par ce métier, c'est pas la peine de le faire, hein, je pense. Voilà. Tout le bonheur que je vous souhaite pour Je vous vous-même remercie. Alors, et ça, pour votre famille. Merci. C'est la partie viticole. En ce qui concerne l'étage du bâtiment, j'espère qu'on pourra conserver des appartements qui pour l'instant sont des appartements à louer, des gîtes, que je gère toute seule, on va dire, mais je ne fais pas partie d'aucune association ou Gîtes de France, ou, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Des affiliations comme ça. Non, c'est tout à fait en direct, mais ce sont des appartements familiaux, donc à vous de venir les voir. Merci beaucoup, Madame Bougout. Merci de m'avoir reçu dans votre demeure et dans vos magnifiques caves. C'est un plaisir de montrer une belle bâtisse. Mais pour moi, c'est pas un château. Le château, on le retrouve sur les étiquettes. C'est très bien. Nous avions bien compris. Merci encore, Madame. Merci beaucoup. Résidence de la moyenne noblesse, la maison forte de Quintigny est à la fois un lieu de contrôle politique et économique d'un territoire, mais aussi le cadre de vie de l'aristocratie locale de cette époque. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes sur ma chaîne Histoire.